débattre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même Cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un comportement inacceptable. Des deniers publics, il doit répondre de sa gestion. Il doit répondre des faits infractionnels mis à sa charge à l'occasion de sa gestion, à l'occasion de la gestion de la chose publique. Donc il ne peut pas aujourd'hui se réfugier derrière les immunités pour se donner une certaine impunité. Comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser les dossiers, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. S'agissant du prévenu Globler, Monsieur le Président, pour nous, organes de poursuite, nous savons qu'il est ici à Kinshasa. Parce qu'il était ici à la dernière audience. Et c'est lui-même, lui et les prévenus Matata, qui justifient la remise. Ce sont eux qui ont demandé d'être un peu de temps pour se rafraîchir la mémoire. Et Monsieur le Président, nous étions contre cela parce que les faits pour lesquels ils sont poursuivis, ce ne sont pas des faits qui tombent du ciel. Ils ont été longuement entendus par les officiers du ministère public, donc ils savaient, ou ils savent ce qu'on leur reproche. Il n'y avait pas de raison pour eux de demander un temps supplémentaire. Et la Cour a été très clémente à leur égard, en leur accordant cette remise. Aujourd'hui, Globler, qui est à Kinshasa, vous présente des documents des médecins qui se trouvent en Afrique du Sud. Et Monsieur le Président, quand vous observez, vous analysez ces documents par rapport au temps, ce sont des documents antérieurs même à la précédente audience. Donc c'est aussi pour lui une façon de narguer la justice, de narguer la Cour. Enfin, pour le prévenu Mutombo, Monsieur le Président, c'est toujours, et non seulement Mutombo et Globler sont allés de remise en remise, pour se fondant sur leur état de santé. Et Monsieur le Président, à l'allure où vont les choses, si vous prêtez oreille à ce que moi j'estime être des blagues de mauvais goût, Monsieur le Président, nous n'aurons pas répondu à notre devoir. Nous risquons de tomber dans un déni de justice, et vous et nous, ce qui exposerait nous autres à des procédures disciplinaires, et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Pour nous, Monsieur le Président, les prévenus ont choisi leur voie, c'est-à-dire ne pas comparaître. Et pour nous, Monsieur le Président, puisque la population qui sait que son argent a été détourné d'après le ministère public par les trois prévenus, la population attend que la Cour lui rende justice. Monsieur le Président, pour nous, vous allez retenir les défauts à chaque des trois prévenus et vous allez ordonner qu'on poursuive l'instruction jusqu'à la fin. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le Procureur général. L'audience est suspendue. Alors, l'audience vient d'être suspendue après avoir écouté
l'intervention du procureur général près la Cour constitutionnelle. Les spectateurs, nous allons suivre à présent la décision de la Cour constitutionnelle. Matata Pognon sera poursuivi. On doit attendre la levée de ses immunités. Nous allons suivre ça tout de suite. Nous allons suivre la décision de la Cour. Kamoleta Dieudonné, président de la Cour constitutionnelle, vient de faire son entrée avec le juge qui sont membres de la composition du jour. Nous allons suivre quelle est la décision de la Cour constitutionnelle. On attend les... L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Vous, c'est pour quelle partie? Mais Globert ne comparez pas, vous savez que vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas le représenter. Vous nous aviez saisi, nous avons répondu. Vous êtes mieux placé. Vous savez qu'à un certain moment, nous voulons un état de droit, que les avocats nous aident. Il ne faudrait pas que vous puissiez donner une fausse image. Ceux qui doivent faire en sorte que la population soit instruite et ramenée à la culture de droit, à la culture démocratique, ce sont les avocats. Vous savez très bien que la fois passée, vous aviez demandé pour qu'ils puissent s'outiller. Ok, on a fait droit. Même si on peut reprocher à la Cour de ne pas respecter le droit de la défense, nous sommes une Cour constitutionnelle soucieuse du respect de droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens. Nous avons accordé. Et si vous trouvez qu'en une semaine, il peut devenir indisponible, c'est son droit. Mais la Cour est là pour faire observer la loi. Quand il y a indisponibilité, alors que l'instruction est en cours, nous ne pouvons pas refuser que quelqu'un soit malade ou qu'il tombe. Pas de problème. Mais la loi nous dit qu'il faut les contre-seins de 3 médecins. 3. Ce qui n'est pas le cas. Vous êtes auxiliaire de la justice, vous maîtrisez très bien la loi et vous savez que c'est de cette façon-là. La loi n'étant pas rencontrée, les défauts est retenu, et comme les défauts est retenu, vous ne pouvez pas le représenter, ce qui fait que la Cour ne peut pas vous accorder la parole. Nous continuons l'instruction. Pardon? Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons faire application de l'article 56, alinéa 2 du Code de procédure pénale, lequel article
donne au ministère public le pouvoir de faire citer devant vous 3 catégories de personnes, à savoir les prévenus, les civilement responsables et toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, en application de cette disposition, nous avons ou nous tenons à faire citer devant la Cour les personnes ci-après, à savoir M. Toutonde Lentima Dieudonné, M. Wangi Bolokonge Désiré et M. Mutombo Kalonji Thierry. Et vous renvoie à l'article 64 du Code de procédure pénale. Vous savez, les problèmes de délai ne se posent pas parce que pour de telles personnes, la citation peut être faite le jour même de l'audience. Nous demandons donc à la Cour de faire citer les 3 personnes nommément citées pour... Monsieur le procureur général, vous pouvez rappeler leur nom? Il y a M. Désiré Wangi Bolokonge. Excusez, oui. Désiré Wangi. Et puis... Non, ça suffit. Désiré Wangi. Wangi ou Wangu? Wangi. Wangi. Ok. La deuxième personne, c'est M. Thierry Mutombo Kalonji. Oui. Et enfin, il y a M. Dieudonné Toutondele. D'accord. Merci, Monsieur le Ils Président. ont quelle qualité, Monsieur le procureur général? Monsieur le Président, ce sont des inspecteurs généraux des finances qui ont commencé cette enquête. Et le ministère public estime que ce sont des personnes qui peuvent aider la Cour à éclairer sa religion et à bien dire les droits. Nous en dit, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Désiré Wangi, Monsieur Thierry Mutombo et Monsieur Dieudonné Koutondele. Il n'y a pas moyen que vous mettiez de ce côté? Vous allez souffrir, notre réquisitoire est trop long. Comprenez que ce sont des faits graves. On a tout le temps. Et étant donné la qualité des personnes poursuivies, nous sommes allés trop loin, jusque dans les détails. Et le parquet général près votre cour, Monsieur le Président, poursuit les prévenus Matata Pugno Mampon Augustin, Mutombo Mwana Nyembo Deogracias, Globler Christo Stéphanous, pour les préventions reprises dans la requête aux fins de fixation d'audience. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? Les faits. Je vais commencer par présenter ces projets agro-industriels de Bukanga Lonzo. Avant de poursuivre par les causes ou moyens de détournement, et enfin attaquer les droits.
Situé dans la province du Kwango, à 250 km au sud-est de Kinshasa sur la route nationale numéro 1, le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, PAIBL, est localisé entre les rivières Kwango et Lonzo, dans le secteur de Bukanga-Lonzo, en territoire de Kenge. Ce site agricole bénéficie d'excellentes conditions climatiques, géographiques et météorologiques. Il s'agit d'un domaine agro-industriel d'une superficie de 80 000 hectares ou 800 km², soit 8 fois la ville de Paris. Le PAIBL, situé à 3 heures de la route de la mégapole de plus de 10 millions d'habitants qu'est Kinshasa, avait pour mission de servir de grenier de cette ville-province. En effet, ce projet ambitionnait au titre d'investissement à réaliser la construction de silos à grains, d'une ferme agricole, d'un abattoir, d'un entrepôt frigorifique, d'un secteur d'emballage, d'un site logistique avec 50 camions frigorifiques de 10 tonnes à destination du marché des produits frais de Kinshasa et d'autres destinations, d'un système d'irrigation, d'une fourniture d'énergie électrique, d'un système interne de purification d'eau, de 200 km de routes, de plus de 250 tracteurs de production agricole, d'une usine opérationnelle de bois et une usine de caillasse. Il est aussi prévu les investissements d'accompagnement, c'est-à-dire les centres de formation agricole, un centre médical, les écoles, des logements, des infrastructures communautaires comme des églises, une bibliothèque, un terrain de football. Il était aussi prévu la création de 5 000 emplois directs et entre 12 000 et 15 000 emplois indirects. Il était également prévu d'exploiter le bétail et d'organiser l'élevage à caractère industriel. Dans ce cadre, il était prévu des vaches laitières, des poules à chair, des poules pondeuses, des porcs et des chèvres. La primature, à l'époque, affirmait que les villages à l'intérieur du parc ne seraient pas déplacés et que les paysans seraient soutenus dans le développement de la filière manioc avec des boutures améliorées, des intrants et des matériels de production. Bref, ces méga-projets, comme d'ailleurs d'autres que la RDC a connus, visaient, selon les brillantes annonces et multiples slogans, marketing, révolution de la modernité, agriculture priorité de priorité, la RDC Chine de demain, qui ne sont qu'une technique bien conçue de propagande dénoncée par l'ancien président américain dans son livre « Le futur », 6 logiciels pour changer le monde. Ces projets visaient l'atteinte de la souveraineté alimentaire grâce à l'agriculture. Mais de tous ces investissements prévus, le résultat est quasi nul, au point que le fiasco que ce projet a connu révèle qu'en réalité, il n'était qu'un leurre ou une arnaque menée par différentes mafias internes et externes, enracinées dans la corruption, des personnes qui courent derrière le profit financier absolu et qui font non pas de l'agro-industriel, mais bel et bien de l'agro-business, qui est l'un des piliers principaux de détournement des fonds publics, comme nous allons le démontrer au niveau des différentes étapes qu'a connu le PAIBL et qui renferme les causes ou moyens de détournement. Quelles sont les causes ou moyens de détournement? Le premier point, c'est au niveau de la conception de la création du PAIBL. En 2013, le gouvernement de la RDC avait adopté le programme national agricole PNA, en sigle 2013-2020, avec l'appui technique et financier du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA.
Ces plans prévoient entre autres interventions la construction de parcs agro-industriels à travers l'ensemble du pays. C'est sur cette base que le PAIBL était conçu comme projet pilote par le cabinet du prévenu Matata Ponyo-Augustin, alors Premier ministre. C'est en effet son conseil principal au Collège d'agriculture et développement, M. Moussousa Oulimwengi John, actuellement en fuite, qui avait élaboré, conçu et monté les projets sous la supervision du directeur du cabinet et du prévenu Matata, et ce, au travers de ce qu'ils avaient intitulé la stratégie de transformation du secteur agricole congolais, KDPAI. À ce stade, on se pose la question de savoir si ce n'était pas en réalité la stratégie de transformation du trésor public en grenier agricole pour les prévenus. La sénatrice Ida Kamoji, qui était à l'époque conseillère au Collège d'agriculture et développement de la primature, déclare à cet effet, et je vous renvoie au PV, à la code 156 du dossier judiciaire, que tout a été conçu et mis en œuvre par le sieur John Moussa, aujourd'hui en fuite. Elle poursuit que sieur Moussousa concevait, sieur Kitebi ordonnait le paiement et le Premier ministre, ici prévenu, approuvait, donnait les ordres, les instructions et les orientations. C'est ce que déclare aussi la députée Louise Munga Messosi, à l'époque ministre du portefeuille, en répondant que le montage du PAIBL était l'œuvre du Premier ministre et son cabinet, du Premier ministre et son cabinet, et qu'elle était obligée d'apposer sa signature. Monsieur Kitebi, ministre honoraire délégué aux finances, dit la même chose lorsqu'il déclare, et je vous renvoie à la code 145, qui n'a jamais été associé à la conception et à la création du PAIBL. Monsieur le Président, vous allez constater, à travers les pièces de ce dossier, que la conception, la mise en chantier et la création du parc agro-industriel de Bukangalozo est l'œuvre exclusive du prévenu Matata Ponyo, malgré ses dénégations. Classiquement, il appartient au Premier ministre de diriger l'action du gouvernement, d'en définir les grandes orientations politiques en donnant aux besoins les impulsions nécessaires et d'arbitrer les différends qui pourraient survenir entre ces ministres. Que chacun des membres du gouvernement qui bénéficie d'une délégation du pouvoir du Premier ministre dispose d'une compétence propre définie par l'ordonnance fixant les attributions du ministère dont il a la charge. Le prévenu Matata a complètement ignoré cet aménagement institutionnel en excluant totalement les ministres concernés, à savoir le ministre du portefeuille, le ministre de l'Agriculture et le ministre du Budget dans la conception et l'exécution du PAIBL. Les membres de son cabinet, dont le fugitif Moussousa, étaient seuls au four et au moulin. Les ministres concernés étaient réduits à des cellules d'enregistrement des décisions toutes faites. Cette conception, cette mise en chantier, cette création du PAIBL portait déjà en elle les germes du débâcle, du détournement, notamment l'existence des mécanismes même à minima, comme un service d'audit, un comité de suivi des achats. Il a tenu en RDC la comptabilité pour la surveillance dans l'utilisation des fonds décaissés par le Trésor public et l'inexistence des mécanismes prudentiels de garantie de bonne gestion par les partenaires. Cela a entraîné l'opacité dans la gestion, la surfacturation des biens et services, du fait que les troisièmes prévenus étaient les seuls à déterminer les besoins en investissement, les troisièmes prévenus à savoir Globler, les besoins en investissement, à passer les commandes, à fixer les prix et à acheter les matériels et intrants agricoles auprès principalement de ces seules filiales
auprès des tiers sans la mise en concurrence avec d'autres fournisseurs, devenant ainsi juge et partie durant tous les cycles de vie du PAIBL. Ces carences, ces défauts de mécanismes de surveillance sont en réalité les omissions volontaires constitutives des jalons préparatoires et déterminants du détournement des fonds publics. Quant à l'étape du choix du partenaire et de la tutelle du PAIBL, à ce niveau, et une fois de plus, c'est la primature qui est au four et au moulin. Elle ne donne pas les orientations, elle décide. C'est ainsi que c'est elle qui recrute les partenaires sud-africains, Africom, ici prévenu par son organe central, de gré à gré, sans obtenir l'autorisation de la Direction générale des marchés publics, DGCMP en sigle. Ce partenaire est recruté comme un simple prestataire rémunéré par l'État congolais pour l'aménagement, la construction et la gestion du PAIBL pour une période de 5 ans renouvelable sur base de l'évaluation de la performance. Signalons que ce partenaire, ici troisième prévenu, est une société holding Africom créée en Afrique du Sud pour gérer les activités d'une quinzaine de sociétés qui œuvrent dans le domaine spécifique des fournitures des équipements, matériels et intrants agricoles. Au moment de la signature du contrat de gestion avec l'État congolais, cette société n'avait que 3 ans d'existence. Ces 3 ans d'expérience n'étaient pas suffisants pour légitimer un tel choix, même si certaines de ses filiales avaient de l'expérience spécifique en matière de fourniture des équipements, matériels et intrants agricoles qui ne sont pas à confondre avec la compétence en matière d'aménagement et de gestion d'un parc agro-industriel. Les prévenus, Matata et son cabinet, ont donc délibérément ignoré toutes les possibilités légales à la signature du contrat de gestion avec les troisièmes prévenus. En mars 2015, la primature récidive toujours par le premier prévenu, le prévenu Matata, en signant la convention d'actionnaire avec les troisièmes prévenus Gobler. Les ministres du gouvernement sont mis sous pression et doivent respecter les instructions. Des prestataires de services, les troisièmes prévenus deviennent actionnaires dans les 3 sociétés créées, à savoir la société d'exploitation du parc CEPAGRI SA, la société d'aménagement et de gestion du PAIBL Parc Agri SA et la société de commercialisation appelée pompeusement Marché international de Kinshasa, Marikin SA en sigle. Pourquoi disons-nous que c'est la primature mieux? C'est de prévenir qui signe en réalité cette convention. La réponse est donnée par la ministre du portefeuille à l'époque, Madame Marie-Louise Munga. Elle déclare à cet effet: je reconnais avoir posé les actes dans le cadre de ces dossiers. C'est sur instruction stricte du Premier ministre. Ces projets nous ont été transmis par le conseil principal du Premier ministre, M. Moussousa Oulimwengi, et ensuite par le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre, dans sa lettre du 18 février 2014, rappelle sa lettre du 29 janvier 2014 qu'il avait autorisé le ministre du portefeuille à signer les statuts des 3 sociétés pour mercredi le 19 février 2014. Ceci montre que la création des 3 sociétés était déjà décidée par le Premier ministre. Et l'ex-ministre continue, il en avait autorisé la création. Je souligne que la lettre est du 18 février 2014 et je devais signer les statuts le 19 février 2014. Je n'ai pas eu le temps matériel d'examiner les documents et j'étais sous pression. Il exigeait aussi que des protocoles d'accord soient signés par 4 ministres. Fin de citation. À la lumière de ces déclarations, qui se recoupent du reste avec celles du ministre honoraire délégué aux finances Kitebi, du ministre honoraire des Finances Moulang, de la sénatrice Ida Kamouni, qui décline leur responsabilité dans ces processus d'élaboration des textes,
dans les choix du partenaire ainsi que dans le suivi et l'encadrement du PAIBL. Il apparaît que c'est le prévenu seul, le prévenu Matata seul, qui a fait des choix du partenaire, et c'est lui seul qui a assuré la tutelle absolue du PAIBL, comme l'atteste d'ailleurs la fréquence des ordres de mission, les multiples correspondances pour le suivi et l'encadrement du PAIBL, le fonctionnement d'une sorte de comité de gestion à la primature et les interventions relatives aux opérations de dédouanement des marchandises. Du contrôle du PAIBL. Relevons ici qu'il s'agit des fonds publics. Les preuves dont il est à calculer avec les concepteurs, metteurs en chantier et gestion du PAIBL, n'a jamais mis des mécanismes de quelque nature que ce soit pour garantir la surveillance dans l'utilisation des fonds décaissés par les trésors publics. Il n'y avait aucun mécanisme de contrôle pour permettre la suivi et évaluation des activités du troisième prévenu, aucun indicateur des résultats et des livrables que les troisième prévenus devaient réaliser à des séances précises, et enfin, aucun mécanisme pour s'assurer que les mises à disposition des fonds faites au troisième prévenu étaient justifiées avant l'allocation des nouveaux fonds. En plus, la quasi-totalité des fonds décaissés en faveur du troisième prévenu l'ont été par la procédure d'urgence. Qu'est-ce qui justifie ces lacunes? Qu'est-ce qui a justifié les recours systématiques à la procédure d'urgence pour un projet séquencé? La primature n'a pas donné de réponse à ces questions. Relevons ici que la procédure d'urgence n'est permise que lorsqu'il s'agit de dépenses générées ou dictées par un acte imprévisible, notamment une catastrophe naturelle, une calamité, une agression extrême, un conflit armé, une épidémie et une évacuation sanitaire. Le PAIBL répondait-il à ces critères au finish? Le PAIBL s'est avéré en fait de compte être une calamité pour le trésor public. Des fonds libérés par le gouverneur en faveur du PAIBL et de leur utilisation. Primo, des fonds libérés. Des éléments du dossier, notamment les relevés de décaissement obtenus au ministère des Finances, il apparaît que 280 millions de dollars ont été libérés en faveur du PAIBL, dont 278 884 080 dollars du trésor public et 1 115 116 dollars provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Sinon que nous sommes en train de vérifier les informations selon lesquelles d'autres fonds auraient été alloués par les institutions internationales. L'enquête sur tous les sites révèle que de ces montants, seule la somme de 34 150 507 a été affectée aux activités du PAIBL, soit une différence de 205 849 493 dollars non justifiés ou détournés par diverses utilisations frauduleuses suivantes. Il y a lieu de relever, avant d'énumérer ces utilisations frauduleuses sus-évoquées, que le troisième prévenu, M. Globler, a bénéficié des exonérations sur presque toutes ces importations effectuées via ces sociétés filiales. Ainsi, les importations se réalisaient sans souscription des licences d'importation. À la sortie des marchandises des installations douanières, s'opérait sur simple procès verbal de pointage avec comme conséquence l'impossibilité d'effectuer des vérifications nécessaires, notamment sur les documents commerciaux, factures de certificat d'origine. Et ensuite, les fonds envoyés au troisième prévenu étaient exclusivement justifiés par des factures fabriquées émises par ce troisième prévenu. Malgré ces mécanismes illégaux, tolérés, assumés et encouragés par le premier prévenu, il a été massivement recouru à l'utilisation frauduleuse des fonds. Quelques cas de surfacturation. Vous en avez
une longue liste dans notre réquisitoire. Je vous renvoie à notre texte écrit. Relevons que cette surfacturation se réalise sur une longue période dans l'indifférence totale du premier prévenu, gestionnaire réel du PAIBEL, qui effectuait pourtant par le biais des membres de son cabinet d'innombrables missions de supervision. Il faut noter également qu'un associé troisième prévenu, la société Triomphe, avait reçu des fonds pour l'achat d'engrais, alors qu'il avait acheté auprès de la firme sud-coréenne Itichem Corporation de l'engrais pour un coût CIF Matadi de $590, soit une montre $590, mais la facturation présentée est de 11 520 tonnes métriques, soit une monstrueuse facturation qui a laissé les premiers prévenus indifférents s'agissant des fonds publics. Notons aussi que nous sommes tombés sur des factures d'origine auprès des transitaires, dont Bolloré. Quand le troisième prévenu recevait ces factures, il établissait ces factures sur lesquelles il multipliait par autant de fois qu'il voulait les prix d'origine pour justifier frauduleusement les fonds reçus. Il y a également, sur demande du premier prévenu, les paiements en faveur des MIC Industries, siège principal à Reston, Virginie aux USA, en des branches d'un montant global des francs congolais 7 392 167 7 milliards 392 167 577 francs congolais, soit 7 989 408 $, pour l'achat de Ultimate Building Machines destinées à construire des installations industrielles, agricoles, militaires et autres, alors que son prix de vente n'excède pas 800 000 $. Des avantages financiers inclus. Autre modus operandi. De manière générale, nous signalons que pour justifier le surcoût des matériels acquis, les troisièmes prévenus, incluant dans le prix d'achat les frais de dédouanement, les coûts des entretiens, achats de lubrifiants et carburants, alors qu'ils bénéficiaient au titre de l'avantage financier de l'exonération sur toutes les opérations d'importation, et ils recevaient les frais de gestion et c'est alors qu'il avait cessé d'être prestataire de services pour devenir actionnaire. De manière particulière, relevant la libération par le gouvernement congolais de la quotité du troisième prévenu du capital associé dans les trois sociétés. En effet, le 24 mars 2015, le gouvernement congolais a signé avec le prévenu une convention d'actionnaires suivi d'un avenant signé à la même date, prévoyant la création de 3 sociétés différentes. Pour séparer les activités d'aménagement, de gestion, d'exploitation et de commercialisation des produits du parc, 3 sociétés ci-après ont été créées. La société d'aménagement et de gestion du parc, Parc Agri SA, la société d'exploitation du parc, CEPAGRI SA, et le marché international de Kinshasa, Marikin SA. La constitution et la répartition du capital social de ces 3 sociétés se présentent comme suit. Je vous renvoie à notre texte, au tableau repris aux pages 8 et 9 de notre texte. Dans cette convention d'actionnaires, la rémunération de 10% de la marge bénéficiaire au troisième prévenu est curieusement maintenue. Mais l'option de conversion de cette rémunération en action n'a pas été prévue. Pourtant, l'État congolais a payé au-delà même du montant total du capital pour chacune des sociétés, alors que le troisième prévenu n'a rien libéré. Ainsi, l'État a payé comme suite le capital, Parc Agri, 529 835 $,61 le 4 mai 2015,
confère lettre du Premier ministre honoraire du prévenu Matata Augustin, 366 067,14 $, deuxième tranche. Total libéré, 829 49 430 francs congolais au lieu de 19 millions de francs congolais, soit 4400% par rapport au capital social, au lieu de se limiter à payer 85% du capital social. C'est pas gris. 182 72 900 francs congolais, le 5 mai 2015, par lettre du Premier ministre, le prévenu Augustin Matata, représentant 101% du capital social au lieu de 133 millions de francs congolais. Total paiement non justifié, 59 72 900 francs congolais, soit 63 862,59 $. Maritime, 192 72 900 francs congolais, le 5 mai 2015 par lettre du Premier ministre, le prévenu Matata, soit 207 698,2 $, représentant 101 du capital au lieu de se limiter à 50% du capital social. Total paiement non justifié, 95 72 900 francs congolais, soit 102 780,51 $. Pour les trois sociétés, le total de paiement non justifié ou détourné représente la somme de 976 45 230 $, soit au taux du mois d'effet de 1 45 450,30 $. De l'utilisation des sociétés écrans pour se faire rémunérer indûment. Autre modus operandi. Cas de la société des Sticlox, cette société a reçu le paiement de 10 237 316 789 francs congolais, soit 11 69 388 $, dont 510 883,84 $ au titre des frais de gestion du parc. L'on se demande en quelle qualité, car les contrats de gestion étaient signés entre l'État congolais et des troisièmes prévenus. Cette société a également touché la somme de 4 570 855 999 francs congolais, soit 4 941 600 $ pour gravillonner la route depuis la nationale 1 jusqu'au site de Bukangalonzo, alors que la route est toujours en terre jusqu'à ce jour. Signalons que cette société est logée à la même adresse physique que les troisièmes prévenus et elles utilisent le même personnel. Le troisième prévenu qui a reconnu avoir reçu ses fonds au bénéfice de Desticlox, dont il est l'un des actionnaires, s'étonne paradoxalement de voir que ces sommes étaient versées à Desticlox pour des tâches lui revenant en sa qualité de gestion de l'exploitation du parc. Cas de la société Feed Africa. En date du 11 juin 2014, la dame Kachoko Mbonda Hortense, épouse du prévenu Matata, les sœurs Matata Chuiti Liabemba Edouard, membres de famille, même la famille du prévenu Matata, s'associent avec Madame Globler, épouse du troisième prévenu, et les sœurs Peter Werther, associés dans Desticlox, au troisième prévenu, pour former la société Feed Africa. Les gérants désignent cette société et curieusement le prévenu Globler. Cette société Feed Africa a pour objet social principal les activités agricoles et elle acquiert pour se faire une vaste concession dans la concession même du parc agro-industriel de Bukangalonzo.
Comme vous le remarquez, les associés dans cette société sont les membres de famille du premier prévenu et du troisième prévenu qui ont superbement choisi de s'octroyer les hectares dans la concession du PAIBL pour y mener les mêmes activités agricoles que le PAIBL. Les acquisitions du matériel de cette société, notamment les tracteurs, les véhicules, les pièces de rechange, les outils de champ, les pesticides et les silos de stockage d'une valeur globale de 1 998 900 $, l'ont été avec les fonds alloués au PAIBL. En réalité, cette société FID Africa est une société écran du prévenu Matata, créée pour dissimuler les transactions financières frauduleuses des captations de fonds publics à laquelle on donne une allure légale alors qu'il s'agit de détournement des fonds publics. La note du fugitif conseiller principal du prévenu Matata, les sieurs Moussoussa Oulimwengi John, est éloquente à ce sujet dans ses énonciations. Je vous renvoie aux côtes 3103 et 3104. De la non-exécution des travaux de construction de divers ouvrages. Un montant estimé à 89 millions de $, a été libéré pour la construction du marché international de Kinshasa. Le troisième prévenu des gérants d'Africom Commodities ne reconnaît pas avoir perçu ces fonds, pourtant chaque fois signalés comme payés par le deuxième prévenu gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Plusieurs autres travaux n'ont eu de commencement d'exécution que dans les annonces mirobolantes et sont restés des vains slogans. Il s'agit de l'école de formation, de la ferme avicole, de l'abattoir, du dépôt frigorifique, des 200 km de routes, de l'usine de bois et de l'usine de caillasse. Autre modus operandi utilisé pour réussir le détournement des deniers publics, de la dissémination des recettes de ventes effectuées. En mars 2015, un montant total de 700 350 189 000 francs congolais, soit 764 180 $.32, a été débloqué par le Trésor public pour la récolte de maïs au PAIBL. Le produit de cette récolte ne ressort à aucun rapport et il n'existe aucune trace des recettes récoltées. Enfin, dernier modus operandi utilisé, c'est de l'effacement des traces de détournement. Nous avons évoqué plus haut que les différentes missions d'évaluation des réalisations du PAIBL nous ont permis de relever que la somme globale de 280 millions décaissés par le Trésor public pour les PAIBL, de la somme de 280 millions décaissés par le Trésor public pour les PAIBL, seuls 34 150 507 $ ont été réellement affectés aux activités du PAIBL. Fort malheureusement à ce jour, si votre cour décide d'une descente sur les lieux et ne trouve que quelques vestiges, parce qu'entre-temps, les pays se sont organisés pour effacer toutes les traces en offrant pillage par l'abandon des biens du PAIBL. Du reste, une enquête est en cours pour rattraper tous les pillards dont certains sont identifiés. Tels sont, Monsieur le Président, les faits que nous allons analyser en droit. Je demande à mon collègue de continuer. Merci, Monsieur le Président. L'analyse juridique des faits. Comme vous avez pu certainement vous en rendre compte, ces différents faits sont constitutifs de prévention et de détournement de deniers publics à charge du premier et du troisième prévenu pour un montant de 115 995 106 $ américains et à charge du premier et du troisième prévenu
pour un montant de 89 millions de dollars. Du détournement des deniers publics à charge du prévenu Matata Pogno Augustin et Grobler Christostéphanus. Le détournement des deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des sommes dont on n'est que les dépositaires. Élément légal. En droit congolais, l'article 145 du Code pénal, livre 2, texte modifié à ce jour, prévoit que tout fonctionnaire officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, gérant, commissaire aux comptes ou d'autres titres, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné des deniers publics ou privés des effets immobiliers qui est entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. L'article 2 dispose: en condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans ou plus après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paratatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier au présent article l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Les articles 164 de la Constitution et 72 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent quant à eux votre Cour compétente à l'égard des co-auteurs et complices du Premier ministre pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour être caractérisée, cette infraction doit réunir 4 éléments suivants: la qualité de la personne, la nature des fonds ou des biens détournés, l'acte matériel réalisé, l'intention de commettre l'infraction. In specie casu, de la qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un fonctionnaire ou d'un agent public ou une personne chargée d'un service public. Mineur, les dit dans les commentaires du Code pénal congolais, deuxième édition, l'Arcier Bruxelles 1953, page 319-320. En République démocratique du Congo, est fonctionnaire au sens des articles 145 et 145 bis du Code pénal congolais livre 2, tout agent public. Les codes de conduite de l'agent public portés par le décret loi numéro 017-2002 et du 3 octobre 2002 énumèrent les agents publics au nombre desquels l'on trouve les membres du gouvernement. Le prévenu Matata Pogno Augustin était au moment des faits membre du gouvernement en qualité de Premier ministre. Cette qualité est donc consolidée dans les chefs du premier prévenu, rendant également compétente notre juridiction, votre juridiction, à poursuivre les troisièmes prévenus, son co-auteur, conformément aux prescrits des dispositions pré-rappelées. De la nature des fonds ou des biens détournés. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de biens d'une nature donnée et que les dits biens aient été confiés de manière précaire à la personne qui les a détournés. Toutefois, il a été jugé que pour être dépositaire de deniers publics, il n'est pas nécessaire que les fonds soient matériellement entre les mains du prévenu, mais il suffit qu'ils soient mis à sa disposition en vertu ou à raison de ses fonctions. Cour suprême de justice RPA du 15 juillet 1983, inédit. Ainsi, s'agira-t-il des actes ou titres administratifs, des mandats de paiement ou des bons du Trésor. Dans les cas sous étude, nous avions relevé que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait libéré 280 millions de dollars en faveur du projet agro-industriel de Bukangalonzo, dont 278 884 804 provenaient du Trésor public et 1 115 116 du Fonds de promotion de l'industrie, une entreprise publique. La somme détournée de 115 997 106 dollars constitue donc des fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt national, à savoir les projet agro-industriel de Bukangalonzo. C'est ici le lieu de signaler que les fonds publics
qui appartiennent à l'État congolais sont sous